Monsieur Mahamadou Donda, vous êtes homme politique, Premier ministre du Niger de 2010 à 2011 sous le régime militaire du président Salou Djibo du CSRD. Vous avez également été en 1999 ministre de l'Information sous le mandat du commandant Daouda Malamonké, mais également ministre des Ressources animales et hydrauliques en 1987 sous le magistère du général Ali Saïbou. Et pendant plusieurs années, vous êtes conseiller à l'ambassade du Canada au Niger. Vous êtes aujourd'hui l'invité de la radio sur For You. Bienvenue et bonsoir. Oui, bonsoir. Merci. Bonsoir, Madame Begoudé. Merci d'être avec nous. Monsieur le Premier ministre, vous avez été aux affaires sous 3 régimes militaires au Niger. Quelles leçons faut-il tirer de ce passage? Bien, c'est une expérience vécue et je pense une très belle expérience. 3 régimes, effectivement, chacun avec ses spécificités. D'ailleurs, j'ai profité en 2021 pour écrire un livre que j'ai intitulé sous la collaboration du président Kounché, Ali Sebou et Salou Djibo. Donc, j'ai rapporté cette expérience. C'était une expérience spécifique. La particularité, c'est que dans ces régimes dits d'exception, les lois, quand elles sont éditées, elles sont appliquées. Il y a cette facilité de faire respecter la loi qui a été adoptée. Donc, la gouvernance au sens du respect de la légalité et surtout de l'obligation des résultats est très, très, très respectée dans ce genre de régime. C'est un peu ce que je retiens comme leçon vécue. Et vous parliez de vos livres, de vos ouvrages, l'un d'entre eux, en tout cas commis en 2021. Il y en a en 1996, en 2004, en 2013, en 2012 également. S'il fallait parler de certains d'entre eux, on pourrait quand même, par exemple, parler de celui que vous avez commis, n'est-ce pas, en 2004, intitulé « Politique de décentralisation, développement régional et identité locale au Niger, cas du Damagaram » et d'autres livres. Par exemple, on pourrait citer aussi celui sur l'administration civile au service du citoyen et de la défense, ce que vous pourriez mentionner, n'est-ce pas, tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous a inspiré à tous ces livres, comme celui du Niger, une décentralisation importée, une comparaison avec la France? Oui, en réalité, là, c'est le premier que vous avez, le cas du Damagaram. C'était une thèse de doctorat que j'ai rédigée à Bordeaux 4 en France. Oui. Et j'ai fait éditer ça pour la publier. La décentralisation importée, là également, c'est un mémoire de 2A que j'ai fini par faire éditer et publier. Mais en réalité, moi, toute ma carrière, je me suis investi dans le local, ce qu'on appelle l'administration territoriale. Donc, toutes les questions d'identité, les questions de gestion administrative, de gouvernance ont été un peu mon axe de réflexion. Donc c'est pour ça que j'ai poursuivi là-dessus. Et puis celui que j'ai rapporté pour le respect du bien commun aux côtés du général Kounché, d'Ali Sebou et de Salou Djibo, tout ça, ça va dans la même logique en réalité. Merci, merci Monsieur le Premier ministre. On poursuit avec vous dans cet entretien. Vous êtes l'invité de la radio et nous parlerons particulièrement du Niger avant de parler des différentes actualités en Afrique ou encore au sein de l'AES particulièrement. Au Niger, depuis le 30 août 2023, il y a un nouveau pouvoir, on va le dire ainsi, depuis le 26 juillet 2023, il y a un nouveau pouvoir installé au Niger, un pouvoir militaire certes, mais un pouvoir qui ne cesse d'avancer et de tenter de faire ses preuves sur le territoire nigérien et qui semble avoir conquis l'opinion internationale, africaine et bien sûr d'ailleurs à l'aune des partenariats qui sont aujourd'hui signés, de la considération qui est démontrée envers le président. Il s'agit du général Abdourahmane Tiani. Quel regard est-ce que vous jetez sur ce pouvoir aujourd'hui, un an plus tard? Oui, merci bien, parce que pour la bonne compréhension de vos auditeurs, je voulais au moins un peu contextualiser avant de déboucher sur la réponse précise à votre question. Oui. Premièrement, il faut que vos auditeurs comprennent que le Niger est un pays qui fait partie du Sahel. Le Sahel, dans sa décomposition, il y a ce qu'on appelle le Grand Sahel qui regroupe une dizaine de pays
Et il y a le Sahel central qui regroupe 6 pays, dont le Niger, le Burkina et le Mali, dont vous avez cité, qui sont membres de l'AES. Donc on a le Grand Sahel, le Sahel central et maintenant l'AES. Donc depuis le 26 juillet, comme vous l'avez dit, il y a eu une rupture. Moi, je considère que c'est une rupture de gouvernance. Les militaires ont pris le pouvoir pour, à mon sens, rectifier la dynamique parce que le dérapage était certain. Le problème de la mauvaise gouvernance est lisible et les opinions sont torturées. Je pense que c'est une rupture salutaire et on l'a vu d'ailleurs avec la réaction de l'ensemble des Nigériens qui ont été à l'avant-garde d'ailleurs de la protection des militaires face aux menaces qui prévalaient. Donc, ils sont arrivés, les militaires, ils ont mis en place un gouvernement le 9 août qui est dirigé par le Premier ministre Ali Maman Lamine Zen, qui comprend donc une 21 ministres, dont 5 femmes en réalité. Évidemment, c'est une transition qui vise à stabiliser la situation politique et à préparer le pays pour un retour à la démocratie dans un contexte, là il faut le dire, de crise sécuritaire et économique plus prononcée. Ce qui établit d'ailleurs la nuance avec moi, le gouvernement que j'ai dirigé en 2010-2011, qui lui était effectivement, c'est le dénominateur commun, visait à stabiliser la situation politique et à rétablir l'ordre démocratique. Sauf que dans notre cas, c'est une transition qui en fait visait à faire des élections présidentielles, législatives et locales libres et transparentes, qui a duré pratiquement 13 mois. Donc le contexte d'aujourd'hui, c'est un contexte d'insécurité et surtout avec la nécessité de rétablir l'ordre économique et aller vers la démocratie, donc des élections plus tard. Merci, Monsieur le Premier ministre. Eh bien, une lancée justement qui nous permet de parler du magistère, on peut le dire ainsi, du président, du général Abdourahmane Tiani. Alors, après avoir contextualisé, vous avez pris la peine de mentionner que c'est une révolution, c'est une rectification. Aujourd'hui, on s'en souvient du 16 septembre 2023, date qui marque la signature de la charte du Liptako Gourma qui a juste été remise au goût du jour, il faut le rappeler, existant depuis plusieurs décennies déjà. Cette charte du Liptako Gourma a donné également lieu à la création d'une alliance, celle de l'Alliance des États du Sahel, qui plus tard s'est transformée en juillet dernier, notamment le 6, en Confédération des États du Sahel. Quelle est votre appréciation de cette création, de la création de cette confédération, lorsqu'on sait que le Mali, le Burkina Faso et le Niger représentent de grandes figures justement dans le Sahel? Oui, absolument, parce que le Niger a rejoint effectivement le Mali et le Burkina quand le coup d'État est intervenu. Il faut reconnaître que la situation telle que les 3 chefs d'État militaires l'ont héritée, c'est une situation extrêmement difficile. D'abord, depuis plus de 10 ans, suite à l'intervention militaire de l'OTAN, vous le savez bien, c'est un petit rappel, le Sahel en général et le Sahel central en particulier, dont le Niger, le Mali et le Burkina, le Sahel central est en proie à une crise sécuritaire qui s'est traduite par des trafics de tout genre, du blanchiment des capitaux, des conflits communautaires manipulés par des terroristes et leurs sponsors étatiques étrangers, des actions violentes d'individus isolés, de la manipulation des élites nationales, c'est important, par des grandes puissances pour asservir les Sahéliens, et du terrorisme instrumentalisé et sponsorisé par des puissances étrangères. Alors, malgré la forte présence des forces étrangères du système des Nations Unies, de la France et de l'Union européenne, la réalité est qu'il y a eu un constat d'échec des interventions des forces étrangères et c'est de là, en réalité, que le vent de renouveau, comme le disent certains observateurs au Sahel, a soufflé. Donc, après l'échec de toutes ces interventions étrangères, ces 3 pays,
comme vous le rappelez bien, du Sahel ont pris en main le destin de leur territoire et le destin de leur peuple. Et là, je reviens pour rappeler, c'est là que ces trois pays ont dans un premier temps, et le 16 septembre plus précisément 2023, ils ont signé la charte du Liptako-Gourma. Le Liptako-Gourma, je rappelle, c'est un espace commun aux trois pays communément appelés zone des trois frontières et la création donc de l'Alliance des États du Sahel AES. Cette zone, je rappelle, elle couvre en réalité un territoire de près de 2 758 000 km² et compte une population estimée à 71 millions d'âmes. Donc, ce n'est pas négligeable. Ensuite, le 6 juillet 2024, soit donc 10 mois après la création de l'AES, intervient la création de la Confédération des États du Sahel, une sorte d'architecture de défense collective et surtout d'assistance mutuelle dans la lutte contre le terrorisme pour faire suite à la signature de la charte de Liptako. Maintenant, la Confédération de l'AES est dotée de 3 axes, donc c'est très concret, la diplomatie, la défense et le développement. Donc la Confédération est appelée à terme à être érigée en fédération pour mutualiser les efforts, mener des opérations militaires conjointes et à terme éradiquer le terrorisme. Donc je pense que la vision commune, comme je l'appelle, de ces 3 chefs d'État est une vision salutaire, à mon avis, qui va permettre l'émergence de ce noyau qui fera probablement école et pourra inspirer les autres contrées du continent africain. Merci, Monsieur le Premier ministre. Alors, dans la suite de cet entretien, parlons à présent des relations qui existent entre les pays de l'AES concernant ce défi commun, à savoir la sécurisation des frontières, la sécurisation de ces 3 territoires. Pensez-vous aujourd'hui que la démarche qui a été adoptée par les pays du Sahel, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger, est la bonne? On parlera peut-être de ces partenariats noués avec des pays étrangers et la séparation des partenaires dits traditionnels d'antan. Oui, absolument. Je pense que là, vous touchez à une question assez pertinente parce qu'il est bon de rappeler que les principes mis en avant par les pays de la Confédération de l'AES sont, entre autres, de veiller à la souveraineté de leurs États tout en respectant celle des autres. Ils refusent, ces États, que les puissances étrangères qui se sont érigées en maîtres du monde dictent au Sahel la conduite à tenir. Ils ont envie de restaurer la gouvernance, ils ont envie d'être libres, dignes et fiers. Ils veulent agir au profit du monde libre et ils sont ouverts évidemment au partenariat. On viendra, comme vous évoquez le cas de la Russie, avec sur une base gagnant-gagnant. Ils refusent de l'ingérence d'autrui dans leur pays tout en s'abstenant de s'ingérer dans les affaires des autres. Donc, ici, on voit par rapport au principe la question de la souveraineté que la plupart de ces États mettent en avant dans le cas justement de cette rupture qui veut un peu totalement tourner le dos à ce que le Sahel a vécu, à ce que leurs pays ont vécu en termes de relations et de partenariat. Et là, on l'a vu en peu de temps. Dans le cas du Niger, ça fait quoi? 1 an et quelques mois, on a vu des résultats au Burkina. Au Burkina. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous êtes là? Du territoire burkinabé est contrôlé par l'État. Des écoles ont rouvert leurs portes dans des zones prises en otage par les terroristes auparavant. Les pays de l'AES financent sur fonds propres la lutte contre le terrorisme. Alors quand on voit aussi du côté du Mali, la reprise en novembre 2023 de la région de Kidal aux terroristes et autres groupes armés, après près de 10 ans que ce territoire était sous le contrôle justement des terroristes et des autres groupes armés. Donc là, c'est un effort palpable, une sorte de résultante de cette nouvelle option, de cette nouvelle vision des chefs d'État, membres de l'AES par rapport à leur territoire et à leur population.
Monsieur le ministre, la création de l'AES a donné lieu à des projets tels que la mise en place prochaine des passeports biométriques de l'AES, la création d'une monnaie commune en projet également, la création d'un fonds de stabilisation et même, pourquoi pas, d'une banque de l'AES. Autre chose, c'est que les pays de l'AES ont réussi aujourd'hui à se débarrasser des forces sabres, forces Barkhane, en tout cas des militaires étrangers de leur territoire, rompre les relations diplomatiques avec certains pays qui ont été jugés dangereux dans leurs relations avec ces différents pays. Pensez-vous aujourd'hui que les pays de l'AES sont sur la bonne voie et pourront implémenter tous ces projets susmentionnés? D'ailleurs, ces projets qui ont été annoncés lors du discours du président en exercice de la Confédération de l'AES, à savoir le colonel Assimi Goïta. Oui, absolument, absolument. Je pense qu'aujourd'hui, la dynamique est là et les options sont relativement claires, avec des perspectives de coopération, comme vous le rappelez tout à l'heure, avec certaines zones comme les BRICS que vous avez évoquées. Les relations de l'Afrique ou des pays membres de l'AES avec l'Afrique offrent de nouvelles perspectives. Et je pense que le choix de ces pays-là, de l'AES, c'est un choix, à mon avis, viable. C'est un choix viable qui va être porteur de bonnes perspectives pour les pays. Donc, entre et les possibilités, la création de la banque d'investissement, qui a été une action déjà forte, un acte fort posé par les pays membres de l'AES, les perspectives de disposer de leur propre monnaie. Évidemment, ça demande un peu de réflexion, un peu de recherche, un peu de profondeur. Ça prendra peut-être un temps, mais je pense que c'est une idée qui est sur la table et qui est en train de faire son chemin. Donc tout ceci rendra autonome l'espace AES et permettrait aux pays de prendre leur envol, évidemment, avec d'autres relations que les relations traditionnelles que vous évoquez. Les relations avec les pays occidentaux classiques, les relations traditionnelles, vont être changées avec l'émergence, évidemment, de certaines structures comme les BRICS, qui est une structure des pays émergents, qui est destinée à offrir une forme d'alternative aux institutions dominées par les pays occidentaux, comme le FMI et la Banque mondiale. C'est une action importante parce que l'influence des BRICS reflète un rééquilibrage progressif, à mon avis, des pouvoirs économiques et politiques mondiaux. Donc, c'est un atout positif pour aller dans le sens du développement des pays membres de l'AES. Alors aujourd'hui, pour vous qui avez été aux affaires sous 3 régimes différents, Monsieur le Premier ministre Mahamadou Donda, vous voyez la faisabilité de ces différents axes qui ont été annoncés. Vous comprenez également la relation qui peut exister aujourd'hui entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger et la Russie, par exemple, la Turquie, l'Iran ou encore l'Arabie Saoudite, la Corée du Nord. Oui, absolument, parce que pour ne parler que des BRICS où on retrouve la Turquie, la Chine et l'Inde, la Russie, cette structure offre, à mon avis, plusieurs perspectives intéressantes aux pays de l'AES, notamment en termes de coopération économique, d'investissement et de soutien au développement. Sur le plan des investissements et du financement, à mon avis, les acteurs que vous avez cités, des pays émergents, en particulier la Chine et l'Inde, ce n'est pas un secret pour qui que ce soit, ont montré un intérêt croissant pour investir en Afrique. Cela donc peut, à mon avis, se traduire par les investissements dans les infrastructures, dans l'énergie, dans la technologie, aidant ainsi les pays du Sahel et de l'AES en particulier à développer leur économie. Sur le plan de la coopération économique, ces BRICS cherchent à renforcer, à mon avis, les échanges commerciaux avec les pays africains. Cela offre aux pays africains des nouvelles opportunités de diversifier ou de diversification de leurs partenaires commerciaux. Maintenant, le soutien au développement, qui est quand même un axe important
pour les pays de l'AES, les BRICS, par le biais de la nouvelle banque de développement qu'ils ont créée, peuvent fournir des prêts et des financements pour les projets de développement dans les pays du Sahel, contribuant ainsi à leur croissance économique et à la réduction de la pauvreté. Maintenant, sur le plan du partenariat stratégique, j'ai écouté ce matin d'ailleurs une vidéo de l'ambassadeur du Niger à Moscou. Il vient de donner une interview. Il souligne qu'en s'alignant avec les BRICS, les pays du Sahel en général et de l'AES peuvent bénéficier d'un soutien politique et diplomatique sur la scène internationale, renforçant ainsi leur position dans les négociations globales. Donc, je pense que les perspectives, comme je l'ai dit, pour l'AES sont assez salutaires, sont assez bonnes. Il suffit simplement de garder le cap et à mon avis, c'est là que les choses doivent être surveillées, à mon avis, par les principaux acteurs et surtout par les dirigeants. Parce qu'à mon sens, le principal déterminant, puisque la sécurité est mise en avant dans cet espace, comme disent beaucoup, il n'y a pas de développement sans sécurité. Le principal déterminant de la sécurité au Sahel en général et dans les pays de l'AES en particulier reste, à mon avis, la capacité ou les capacités à anticiper et à gérer les besoins des populations majoritairement jeunes dans cet espace-là. Tant dans le futur immédiat que, à mon avis, sur un horizon plus long, notamment en ce qui concerne les défis économiques, l'éducation, la santé et l'emploi. Évidemment, tout le monde sait que cela requerra des investissements, à la fois dans la sécurité et le développement socio-économique, dans les infrastructures physiques et le service public. C'est là que, à mon avis, les responsables, les techniciens, les cadres et les autorités politiques de l'AES devraient être vigilants et surveillés pour amplifier leur partenariat avec des acteurs qui mettent en avant une politique de gagnant-gagnant en termes d'investissement et d'économie. Monsieur le Premier ministre Mahamadou Donda, nous avons bientôt terminé en ce qui concerne l'actualité en Afrique, ou du moins les sujets concernant l'AES. Eh bien, à vous entendre, on décèle une certaine fierté envers votre successeur, même si c'est bien des années après, Lamine Zeine, qui aujourd'hui a la primature. Est-ce que vous en êtes fier de ce que vous voyez aujourd'hui au vu des défis et du contexte actuel que vous avez bien fait de mentionner à l'entame de cette émission, mais également, est-ce que vous êtes consulté par les autorités en place actuellement? Écoutez, je pense que dans la dynamique actuelle, par patriotisme, souvent on n'attend pas, on essaie à notre manière de les accompagner, mais je sais que le Premier ministre Lamine Zeine est quelqu'un de très intelligent, c'est quelqu'un de très posé et c'est quelqu'un qui est capable de faire des actions très positives. Alors, à mon avis, ces premiers pas déjà pendant cette année, depuis le 9 août qu'il a été mis en place, rassurent, à mon avis, parce qu'il aborde les questions avec un calme, comme on dit chez nous, olympien, et il réussit à aplanir un peu les difficultés, surtout quand on sait comment le Niger a abordé cette transition avec une menace de frappe, mais également avec une sorte de pénurie financière. Ils ont fonctionné avec des ressources internes, mais à aucun moment on n'a parlé de manque de salaire. Donc c'est un exploit à mettre à son actif et à l'actif de toute l'équipe, y compris le CNSP. À mon avis, c'est une action très positive et je garde l'espoir qu'ils vont aller jusqu'au bout et ils vont aller plus loin pour reformer, parce que c'est à ça qu'on s'attend. Nous essayons à chaque fois, on n'attend pas forcément qu'ils nous demandent, mais on envoie un peu certains aspects liés aux idées qu'on pense être utiles pour faire avancer la transition par des contacts souvent évidemment personnels, mais qui sont dans l'arène du pouvoir, pour que les gens voient dans quelle mesure ce genre d'idées peuvent les aider. Oui, je peux considérer qu'on les accompagne positivement parce que
nous sommes partie prenante et nous sommes soucieux de la réussite de cette nouvelle dynamique, de cette, comme vous l'appelez, révolution, pour qu'au moins on ait un autre Nigérien, un autre état d'esprit du Nigérien, pas celui qui existait avant le 26 juillet. Parce qu'avant le 26 juillet, vraiment, ce n'était pas l'état d'esprit du développement qu'on souhaite pour le Nigérien. Alors je pense qu'ils sont sur la bonne voie et nous sommes décidés à les accompagner jusqu'au bout. On n'a pas besoin d'être dans l'arène, on n'a pas besoin de prendre place avec un quelconque titre, mais je pense qu'en tant que patriotes, nous allons les accompagner à notre manière. Merci, Monsieur le Premier ministre. Ouvrons à présent ce petit chapitre qui nous permet de parler de l'actualité du monde, même si l'Afrique reste concernée. Par exemple, il y a de cela quelques semaines, l'on apprenait que les États-Unis soutenaient l'obtention ou alors l'octroi pour des pays africains de 2 sièges au sein des Nations Unies, notamment au Conseil de sécurité, sans droit de veto. Quel est votre regard sur cette situation ? Non, je pense qu'il ne faut pas accorder les choses à moitié. Et je pense que c'est bien l'idée maintenant de commencer à accepter le principe que l'Afrique, qui compte un important nombre de pays, soit représentée au sein du Conseil de sécurité, mais pas à demi, pas sans droit de veto. Il faut aller jusqu'au bout. Soit on accorde le droit de veto à tous ceux qui sont membres du Conseil de sécurité, soit alors on élimine la question du droit de veto pour que tout le monde soit à égalité. À mon avis, c'est ça, moi, mon point de vue. Mais on ne peut pas dire à l'Afrique de siéger au sein du Conseil de sécurité sans droit de veto, alors que les autres membres qui siégeaient, les 5 ont droit de veto. Ça n'a pas de sens, à mon avis. Monsieur le ministre, certains observateurs, avertis ou non de la scène panafricaniste, estiment aujourd'hui que les pays africains devraient se retirer des Nations Unies, devraient non pas boycotter, mais créer une autre plateforme dans laquelle l'injustice internationale ne sera plus. Certains estiment également que Conseil de sécurité ou non, les Nations Unies ne valent rien aujourd'hui pour les pays africains et ne défendront jamais les questions africaines. Êtes-vous de cet avis? Non, je pense qu'il faut pouvoir trouver l'argumentaire et forcer les Nations Unies à se reformer. Okay. Moi, je pense que c'est un peu ça. C'est un cadre qui est là. Il a servi ce qui l'a permis de servir à sa création. Mais aujourd'hui, les choses ont évolué. Le monde a évolué. Il faut faire évoluer également les normes au sein du système des Nations Unies. Alors, je pense que si les Africains ou les pays africains se coalisent et réussissent à parler d'une voix, ils peuvent influencer beaucoup de choses au sein du système des Nations Unies. Plutôt que de partir, créer quelque chose à côté, à mon avis, il faut trouver la manière, la stratégie la plus adaptée pour les pays africains afin de peser au sein du système des Nations Unies. Monsieur Mahamadou Donda, vous portez un bagage diplomatique et une pensée panafricaine qui nous permet de vous poser dans cette émission, d'évoquer en tout cas avec vous des questions graves, celle de la guerre à Gaza, cette guerre qui dure depuis les années 80 et qui ne cesse de refaire surface. On a constaté le poids qu'aujourd'hui porte l'Afrique du Sud en ce qui concerne cette guerre à Gaza, ce génocide sur le territoire palestinien, mais plusieurs pays africains n'ont pas eu cet élan de soutien envers l'Afrique du Sud. Quelle est votre position par rapport à ce conflit qui existe aujourd'hui entre Israël et la Palestine? Oui, absolument. Là, vous touchez à une question très sensible. La question israélo-palestinienne, à mon avis, est complexe et suscite évidemment, comme vous l'avez dit, de nombreux débats. Pour moi, une position politiquement équitable chercherait à équilibrer les aspirations et les droits des deux parties, tout en tenant compte des réalités historiques, mais également contemporaines. À mon sens, la position dite équitable, c'est celle que je crois que beaucoup soutiennent, y compris d'ailleurs leur principal parrain, qui est les États-Unis, c'est 2 États. La solution à 2 États est souvent considérée comme la plus équitable, avec un État israélien et un État palestinien vivant côte à côte en paix et en sécurité. Évidemment, cela implique
la création d'un État palestinien indépendant, évidemment en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Il reste à déterminer où pourrait être sa capitale. Certains évoquent que Jérusalem-Est comme capitale justement de cet État palestinien. La sécurité et la reconnaissance mutuelle, c'est-à-dire que les deux parties devraient reconnaître mutuellement leur droit à exister et à vivre en sécurité. Évidemment, cela inclut la reconnaissance d'Israël par les Palestiniens et la reconnaissance d'un État palestinien par Israël. Les frontières, la frontière de 1967, parce que la frontière basée sur les lignes de 1967, avec des ajustements évidemment acceptés par les parties, sont souvent proposés comme base pour des négociations. Ça peut servir de base de négociation et voir dans quelle mesure on peut faire des ajustements qui vont être acceptés par les parties. Évidemment, c'est là que je dis le statut de Jérusalem avec les deux États, il appartient aux deux États de s'accorder pour voir où pourrait être la capitale de l'État palestinien et la capitale d'Israël. Voilà, en gros, c'est une question assez complexe. Maintenant, comment arriver à un dénouement éventuel? Mon sentiment est que le dénouement du conflit dépendra de nombreux facteurs, y compris évidemment la volonté politique des dirigeants israéliens et palestiniens, ainsi que du soutien de la communauté internationale. Et c'est là où elle doit être déterminante, aussi bien, à mon avis, pour appuyer ce que l'Afrique du Sud est en train de faire par rapport à la question du génocide, mais également pour appuyer la recherche du compromis. Un accord donc durable nécessitera, à mon sens, les compromis difficiles de part et d'autre et un engagement sincère à respecter les termes de l'accord. Parce que souvent, il ne s'agit pas de faire un accord, mais il faut que l'accord soit respecté. Ça, c'est un autre challenge. La communauté donc internationale, y compris les BRICS, à mon avis, qui sont désormais assez déterminants, pourrait jouer un rôle crucial en soutenant les négociations et en offrant surtout des garanties de sécurité et des incitations économiques pour évidemment encourager les deux parties à parvenir à un accord. Donc, c'est un peu comme ça que je vois la question israélo-palestinienne et son éventuel dénouement. Mais c'est une question complexe, ça demandera beaucoup de tact, beaucoup de pression sur les deux parties pour justement aboutir à un dénouement. Merci, Monsieur le Premier ministre, pour cette lecture apportée dans le cadre de cet entretien. Monsieur Mahamadou Donda, je le rappelle, vous êtes homme politique, Premier ministre du Niger de 2010 à 2011 sous le régime militaire du président Salou Djibo. Vous êtes également en 1999 ministre de l'Information sous le mandat du commandant Daouda Malam Ouanké. Vous avez été ministre des Ressources animales et hydrauliques en 1987 sous le magistère du général Ali Saïbou. Et pendant plusieurs années, vous êtes resté conseiller à l'ambassade du Canada au Niger. Je vous dis merci d'avoir participé à cet entretien, de vous être prêté à ce jeu de questions-réponses sur For You Radio. Merci, tout le plaisir était pour moi d'être avec vous, avec votre radio. Merci beaucoup et bon courage à votre radio également. Merci. Infiniment merci à vous.